Bonjour. Alors, on va pas tarder à commencer. On attend peut-être, 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte. Salut Benjamin, Salut Raph, tu vas bien? ça va toi? Ça va. Alors, je propose qu'on attende encore, 1 minute et ensuite on peut commencer. Ok. Hop, les personnes se connectent et donc pour ceux qui sont déjà là, aujourd'hui l'idée c'est, de parler donc de la société de, Benjamin qui gère un réseau de centres dentaires, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. OK, bon, je pense qu'on va pouvoir y aller. Il y a déjà, pas mal de participants. Donc, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour. Alors l'idée, c'est que, on passe, 15 minutes à faire un échange, avec, Benjamin pour qu'il nous explique un petit peu les problématiques qu'il a pu rencontrer et comment il les a réglées, justement en automatisant et en mettant en place, des logiciels. Ensuite, il y aura une quinzaine de minutes où, il va, lever le rideau, dans les coulisses, sur, comment ça se passe, en partage d'écran. Donc, il va nous faire vraiment une démo, de la gestion de son entreprise et pour finir, une petite, séance de questions-réponses, des participants, qui peut durer, pareil entre 5 et 10 minutes et l'idée, c'est qu'on atterrisse autour de 45 minutes comme prévu. On va voir si on arrive à tenir le timing. C'est parti. C'est parti. Alors juste pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, Raphaël Mizrahi, j'ai fondé Meilleur Process, pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale et l'automatisation de leurs process et notre particularité, c'est justement d'utiliser, des outils qu'on appelle low code ou no code, même si c'est un petit peu un abus de langage, on va le voir ensemble, qui nécessitent très peu de développement et peut-être pour commencer, Benjamin, est-ce que tu pourras aussi te présenter rapidement? Oui, alors je m'appelle Benjamin Ilouz. J'ai créé et développé une entreprise qui est spécialisée dans les centres de santé médicaux et dentaires. Alors à la base, je suis chirurgien dentiste de formation, donc complètement éloigné du milieu de la tech et du développement. Et je me suis, grâce à Raphaël, progressivement converti à cette pratique. Donc, Merci, c'est le mot. voilà, j'ai été converti par un super missionnaire. D'accord. Alors, je précise que, donc le réseau de centres dentaires de Benjamin, qui s'appelle Cemedis, a connu une croissance, assez exceptionnelle ces 2 dernières années. Tu me corriges si je me trompe, mais vous êtes passé donc d'une vingtaine de salariés à, plus de 250 avec une quinzaine de centres dans Paris. Donc là, on parle vraiment pas de gérer, la start-up du grenier ou le petit business de freelance. On parle vraiment d'outils qui tiennent la route pour gérer, une grosse croissance. C'est bien ça, hein? C'est ça, c'est ça. Pour, Et OK et bah, justement, on va rentrer dans le détail de, comment tu as, géré ça. Alors je précise que notre accompagnement, parce qu'évidemment, donc, Cemedis est un de nos anciens clients, notre accompagnement a duré, un certain temps initialement, mais que justement ce qui est intéressant, c'est que, Benjamin a continué à construire sur ce qu'on a mis en place, sans notre aide et du coup, quelques années plus tard, quand on est revenu, on a trouvé le projet complètement métamorphosé et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que, il a à la fois commencé avec des outils qu'on appelle no code pour, structurer son activité et absorber cette croissance pendant les 2 dernières années et qu'ensuite progressivement, quand il a atteint les limites de ces outils, mais les limites qui étaient assez loin, il a engagé donc des développeurs, c'est ça, hein, pour, justement construire sur ce socle-là. c'est exactement ça. OK, très bien et bien, sans plus attendre, on rentre dans le cœur du sujet et la première question que je vais te poser, qui va peut-être parler à pas mal de monde ici, c'est au départ, quels étaient tes problèmes au quotidien, tes frustrations, qui t'ont poussé à aller, vers cette démarche d'automatisation et de mise en place d'outils? Bah, au départ, on avait
Déjà, on était une boîte très artisanale, hein. À la base, on fonctionnait de manière hyper familiale. On n'était absolument rien de numérisé à part notre logiciel métier. On n'avait pas de process. On avait vraiment un système qui reposait sur des personnes plus que sur des process. Donc c'est vrai qu'on avait une très bonne équipe initiale et tout, mais en termes de scalabilité et de développement, c'est pas l'idéal. Donc ça, c'était déjà le premier constat. Et puis on avait vraiment voilà, ce déficit d'organisation, qu'on était bien organisé entre personnes, mais il n'y avait rien de défini, rien de dématérialisé, rien de processé. Donc moi, ce qui me frustrait déjà, c'était de pas savoir par où commencer. Parce que souvent, on commence à faire un constat sur le fonctionnement de son entreprise, mais on ne sait même pas par où on va commencer, ni comment, ni avec quel outil, ni avec quoi. Donc un peu une frustration d'être un peu perdu, ne pas connaître les possibilités en fait existantes que la technologie peut offrir. Ça aussi, c'est un sujet, on a souvent l'impression que il n'y a que des boîtes comme Amazon ou Google qui peuvent avoir en interne des process, des automatisations. Alors qu'au final, il y a quand même énormément d'outils qui existent, mais juste on n'y a pas accès parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'on n'est pas initié. C'est ça, en fait, quand on n'est pas du milieu, c'est difficile d'imaginer tout ce qu'on peut faire en fait tout seul avant de faire appel à des développeurs. Ouais, c'est ça. Ça paraît tellement abstrait, alors qu'en fait, il y a quand même pas mal d'outils à dispo sur le marché. Et aussi à l'époque, je pense qu'on avait on avait le nez dans le guidon. Donc on avait conscience qu'il y avait des problèmes, des choses à améliorer, mais on était, je pense, dans l'incapacité de faire le diagnostic sans un tiers extérieur qui pouvait, voilà, comme un psychiatre ou un médecin généraliste, nous poser les bonnes questions, diagnostiquer le problème et après réfléchir avec nous à des solutions et ensuite aussi nous éduquer à nous poser les bonnes questions. Parce Ok. que fréquemment, on ne se posait pas les bonnes questions, je pense. Alors, sans trop faire d'autopromotion, effectivement, tu dirais que ce qu'on t'a apporté, c'est ce regard extérieur et aussi, alors là, on va en parler, mais la recommandation de l'outil Podio, Ouais, dont on va parler et qui t'a permis de faire énormément de choses. ouais, clairement. Clairement. Et alors, justement, la question que je voulais te poser, c'est, à ton avis, est-ce que la croissance que tu as eue ces 2 dernières années aurait été possible sans ces outils-là? Elle aurait été beaucoup plus dure, je pense. Je pense elle aurait été beaucoup plus compliquée à gérer. Je ne sais pas si on aurait eu le courage aussi de se lancer dans de la croissance, parce que forcément, quand tu commences à avoir les outils, les datas qui remontent et que tu maîtrises de manière centralisée, ça te rend un peu plus vaillant pour aller attaquer une nouvelle acquisition, un nouveau développement, parce que tu sens que tu maîtrises un peu ce que tu fais, ton entreprise, son développement. Le problème, c'est que quand tu n'as pas cette vue, forcément, tu es un peu plus timoré derrière et je pense qu'on l'aurait été clairement. Hmm. Ouais, il y a ce sentiment, du coup, de pouvoir maîtriser, de ne pas risquer d'être complètement submergé Ouais, c'est ça. quand ça grandit, quoi. Ouais. Si tu n'as pas les outils, tu te dis, mais putain, comment je vais faire? Il y a X salariés qu'il faudrait intégrer dans l'entreprise. Ouais. Je vais passer des journées à tout scanner, à tout retaper. C'est très frustrant. Alors, c'est vrai que quand tu commences à avoir un petit outillage qui fonctionne, tu te sens un peu plus à l'aise pour aller tenter les choses, quoi. Ouais. Alors justement, pour rentrer dans les bénéfices concrets, je pense que une des choses qui freine beaucoup de dirigeants, enfin en tout cas dans mon expérience, c'est la difficulté à chiffrer le bénéfice de mettre en place ces outils-là. Avant de prendre la décision de faire l'investissement, bah, déjà, il y a beaucoup de dirigeants qui pensent que la seule alternative, c'est de développer quelque chose sur mesure. Donc ça, déjà, c'est un gros Ouais, frein. Mais même avec ce qu'on appelle des outils low-code, on se dit: «Qu'est-ce que ça va me rapporter? Qu'est-ce que ça me coûte de ne pas avoir ces outils-là?» ouais. Et a priori, c'est difficile à chiffrer, mais du coup, toi qui es passé par toutes ces étapes-là, tu dois avoir une assez bonne idée maintenant a posteriori, de ce que ça t'a apporté. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments chiffrés, sur ce que t'a apporté cette démarche? Je pense que cette démarche, elle apporte. Enfin, il y a deux aspects. Tu as un aspect, je trouve, quantitatif et qualitatif. Sur le quantitatif, tu as forcément besoin de moins de personnes en fonction support. Ça peut être 1 à 2 personnes par site, hein, on n'a qu'un site, donc tu as beaucoup moins de personnes nécessaires en fonction support parce que justement,
as des outils d'automatisation qui vont pouvoir faire une grosse partie de ce travail-là. Et d'un point de vue qualitatif, ça permet de tirer vers le haut aussi tes équipes, parce que justement, le message nous, qu'on fait passer depuis 2-3 ans, c'est de dire, voilà, le but, c'est pas de supprimer des postes ou de faire des économies, c'est de développer des outils pour améliorer la qualité du travail des gens avec qui on bosse. Il y a une tonne de tâches qui sont chronophages, répétitives, qui ont peu de valeur ajoutée. Et je vois plein de gens dans mes équipes qui sont très contents de ne pas avoir à les faire, en fait. Alors Et ça, de c'est un pouvoir se point, concentrer justement important, ouais. La démarche, elle a été sur plutôt du... bien accueillie par tes équipes. Hein? Pardon, il y a eu un petit décalage. La démarche, elle a été plutôt bien accueillie par tes équipes, dans mes souvenirs. Oui, oui. Bah oui, oui, parce au début, toujours un peu de curiosité, il y a du changement, mais oui, ça a été accueilli parce que sur certains points, il y a des bénéfices qui sont assez rapides, qui sont sentis tout de suite par les équipes. Il y a des tâches qui n'ont plus besoin de faire, il y a des tâches qui sont automatisées, il y a juste du check et du contrôle à faire. Donc tout de suite, à partir du moment où je trouve que tu facilites la vie de tes équipes, en général, sont rarement contre. Ouais. Ça, je pense que c'est Donc un il y point. a un vrai gain, je trouve, dans les... Pardon. Je pense que c'est un point qui est effectivement Oui, essentiel. non, Un des freins à l'adoption, un des freins justement pour cette démarche de transformation digitale, c'est l'adoption par les équipes. Et s'ils ont l'impression que c'est soit pour les friquer, soit que c'est des outils qui ne marchent pas bien, qu'il faut passer du temps à faire de la saisie, c'est sûr que ça va se solder par un échec. Alors que là, ouais. ont vu en fait le bénéfice directement, le fait que ça leur faisait gagner du temps dans leur travail au quotidien, que c'était bien conçu, bien fait, tout simplement parce que c'était fait par des gens qui étaient proches du terrain, par opposition au billard un petit peu à trois bandes que peut être le développement sur mesure, si on passe par des sociétés qui font ça. Donc ça, tu es d'accord, tu dirais que ça a été un facteur très important dans le succès de la démarche, si je reformule. Ouais, ouais, et puis surtout, c'est un facteur qui te permet, comme c'est quand même des systèmes très souples à développer, parce que tu peux tester 200 process possibles et te rendre compte que tu fais fausse route par moment. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux tester quelque chose auprès de tes équipes et avoir un feedback quasi immédiat et tout de suite ajuster le tir. Et Ouais. le feedback, ça peut être soit sur l'utilité du truc que tu as mis en place, soit sur son UX. Donc, au moins, tu peux adapter en fait en continu ce que tu développes à tes équipes, à leurs besoins. Donc, c'est assez sympa. Et puis, ça va vite. Tu n'es pas obligé d'envoyer à chaque fois un cahier des charges à une boîte qui te fait du développement, qui va t'envoyer une V1. Tu vas attendre 3 semaines pour avoir une V2, une V3, une V4. Là où tu passes de la V1 à la V12 en 2 jours, en fait. Ouais, au lieu de 2 mois ou 6, c'est ça. C'est vraiment, là, on rentre dans le cœur du sujet, c'est la possibilité d'itérer très rapidement, le côté agile de ces outils-là, qui fait que tu peux très vite arriver tu peux prototyper en fait ce que tu veux construire et arriver très vite à une version définitive, opérationnelle qui marche. Et ensuite, une fois que tu as ça, libre à toi effectivement d'aller voir des développeurs pour reconstruire le truc proprement si jamais le besoin s'en fait sentir. Alors justement, on va aborder ce point-là parce que il faut quand même être honnête intellectuellement. À quel moment tu as atteint les limites de ces outils-là et tu t'es dit, OK, là, je vais avoir besoin de faire appel à des développeurs pour consolider un petit peu tout ça? La limite, on a commencé à... Alors, on a atteint la limite aussi parce qu'on a voulu l'atteindre. On a fait le choix de poursuivre cette démarche un peu casse-couille et psychorigide, de se dire ah non, mais c'est pas encore assez Oui, automatisé, il faut rajouter encore un truc. Donc, ah, vas-y. donc la limite, on l'a atteint à partir du moment où on a commencé à vouloir être un peu plus ambitieux et rentrer dans un système, parce que comme toute boîte, on utilise plusieurs systèmes d'information, des logiciels métiers, des logiciels comptables, des logiciels de gestion de paie, des logiciels de gestion fournisseur. Et à partir du moment où on a voulu les faire communiquer entre eux et commencer à unifier la data, unifier les remontées d'infos, même commencer à gérer des actions automatiques sur différents systèmes avec différents déclencheurs.
Là, effectivement, il y a eu besoin d'avoir un développeur en interne, justement, pour cette partie-là. Ok. Donc, je pense que la limite, elle commence à être à ce niveau-là. Mais après, voilà, le développeur, moi, le dev qui bosse avec nous chez CMedis, on n'est pas en opposition frontale, genre le code dur, ça fonctionne pas comme ça. Je sais qu'au départ, les devs, ils ont toujours ils sont un De peu réticence. circonspects, tout ce qui est low code, no code, et pourtant ça fonctionne très bien. C'est juste deux approches séparées. C'est-à-dire que nous, sur la partie low code, on va aller construire une partie du logiciel, et lui, en back, il va aller développer des outils qui vont faire communiquer ce que nous, on a développé avec d'autres choses. Mais c'est vraiment un travail complètement complémentaire. Le développeur, il n'est pas dans un rôle moi tel que je le conçois, de refaire ce qu'on a fait. À chaque fois, même quand on parle ensemble, on nous dit, voilà, notre but, c'est pas de réinventer la roue. Pas vraiment C'est vraiment de co-construire quelque chose, mais après, tu rajoutes une compétence quand même dont tu as besoin, parce que là tu es sur quelque chose que tu ne peux pas faire clairement en no-code, qui devient très compliqué. Ok. Donc, toujours pour faire l'avocat du diable, mais je pense qu'il y en a aussi qui se disent, quitte à devoir arriver à un stade 2 ou 3 ans plus tard où on doit faire appel à un développeur, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire appel à un développeur dès le départ pour tout construire avec lui? Je pense pas. Je pense pas parce que ma petite expérience avec des développeurs et tout, les développeurs, ils ont dans un gros projet comme ça d'entreprise où tu vas vouloir faire quelque chose d'assez transversal, d'aller automatiser énormément de tâches, d'aller interagir sur plein de choses. Les développeurs, ils sont comme tout professionnels, ils aiment bien se concentrer sur la partie noble du métier, la partie qui les intéresse aussi. Donc il y a toute une partie quand même dans le développement qui va être l'UX, l'interface, tout ce qui est interface à l'utilisateur, tout ce qui est formulaire, tout ce qui va être gestion de bases de données. Enfin, des choses qui sont en général assez ingrates, assez chiantes, assez chronophages, qui intéressent moins les développeurs en général. Donc, je trouve que cette construction, elle marche bien parce que tu peux avoir un dev qui est vraiment focus sur une partie qu'il aime, qui va être du développement de code plus complexe, de calcul complexe ou de requêtes complexes. Et justement, lui aussi, le libérer finalement d'une partie qui n'a pas une grosse valeur ajoutée, qui prend du temps et qui n'est pas passionnante, quoi. Ouais, Donc, je trouve qu'en général, ça va mieux parce que ça permet. C'est bien de développer soit en interne, soit même en interne, sa partie interface, la partie process, voilà, quels vont être les triggers, quelles vont être les actions qui vont s'automatiser, tout ça, faire un petit peu le plan, et vraiment d'avoir une équipe de développement qui, elle, est vraiment focus sur des choses techniques à forte valeur ajoutée. Voilà, je pense que ça marche beaucoup mieux comme ça que de demander à une équipe de dev de développer from scratch tout un système à partir d'une page blanche. Là, là je pense qu'il y a des. Enfin, ils sont humains comme nous, mais il y a des choses qui vont les faire chier dans le. C'est ça. Donc en fait, on se sert du no-code comme socle, on va dire, sur Oui. lequel les développeurs vont ensuite pouvoir construire et se concentrer sur les parties justement techniques qui posent vraiment un challenge technique. Et ça évite de perdre du temps sur des Ouais. sujets qui sont secondaires et qui en plus, comme tu dis, embêtent un petit peu les développeurs. Ouais. Et alors, avant Ouais, on va rentrer dans la partie concrète, hein, pour pas trop faire patienter les gens, où tu vas nous montrer en partage d'écran ce que tu as fait. J'ai juste encore 2 questions avant de passer à cette partie-là. Alors, la première, c'est, on a dit que tu avais pris en main, du coup, Podio pour continuer à développer des choses après la fin de notre accompagnement. Est-ce que ça a été, à quel point ça a été difficile pour toi? Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps? Et deuxième question qui est liée à la première, est-ce que c'est l'approche que tu recommandes à d'autres personnes qui souhaiteraient avoir la même démarche, de rentrer dedans? Est-ce que c'est à la portée de n'importe qui? Ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres conseils que tu donnerais? Voilà, je te laisse répondre de manière assez libre. Bah, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à titre personnel parce que vous m'avez fait aussi découvrir
un monde nouveau que je connaissais pas, des possibilités nouvelles. Donc, bah, j'en garde un excellent souvenir, voilà, parce que je sais que ça m'a tout de suite donné envie de me plonger dedans, de m'y intéresser, surtout qu'il y a énormément de ressources disponibles sur Internet, de forums, d'échanges, c'est assez collaboratif comme monde. Donc moi, c'est une démarche ouais, qui m'a plu. Puis c'est quand même souvent assez sympa de pouvoir faire soi-même les choses parce qu'on les fait bah, exactement comme on souhaite qu'elles soient, sans passer par 12 intermédiaires. Donc c'est assez agréable. Après, c'est vrai que voilà, j'ai eu de la chance de bénéficier d'un accompagnement, d'une formation qui m'a mis sur les rails parce que je Mmh. pense que tout seul, juste me connecter sur Podio, j'aurais pas pu faire grand-chose si on m'avait pas donné les bases minimum pour pouvoir comprendre ne serait-ce que le fonctionnement en fait de l'outil et ses possibilités. D'accord. Enfin, Donc on oui, va voir moi, quand même que, mine de rien, tu réponds de manière un peu modeste parce que tu as réussi à construire quand même beaucoup de choses sur notre accompagnement initial. Donc je pense que tu as pu, quand même, assez vite comprendre une fois qu'on t'avait expliqué le fonctionnement et qu'on a posé les bases, tu as quand même réussi à te former très vite. Mais, ce que je retiens de ta réponse, c'est qu'il faut avoir, alors déjà, il faut pouvoir prendre le temps. Donc ça, ça va dépendre aussi de la ouais, situation de chaque personne et il faut avoir l'appétence pour, cette manière de penser, ces outils, avoir envie de se mettre un petit peu dans ce genre de choses et c'est pas forcément quelque chose que tout le monde aime faire, hein. On est bien d'accord donc c'est Après, ça prend du temps, mais si tu changes de perspective et que tu vois assez vite le temps que tu peux gagner par la suite, mmh, en général, quand tu commences à avoir des retours assez rapides, tu vas développer une première app, tu vas te rendre compte qu'elle te fait gagner vachement de temps, bah, ça te donne envie d'en créer d'autres et de passer un peu plus de temps dessus parce que tu te dis, mais attends, je vais gagner une tonne de temps en fait ouais, si c'est je la carotte, m'investis à chaque qu'il faut faire. fois. C'est un investissement en fait personnel. Mmh. OK, OK, très intéressant. Ouais, il faut avoir cette carotte un petit peu qui te fait avancer et qui te pousse à aller Ouais. toujours plus loin, toujours plus loin. OK et bah, écoute, Bah, moi, j'ai besoin d'une corde. heu, je te laisse nous faire la visite virtuelle. Donc, Benjamin va nous partager son écran et nous montrer un petit peu, tous les process métiers qu'il a mis en place et gardez en tête que tout ce qu'il va vous montrer, parfois, vous allez vous dire que ça ressemble à un logiciel métier ou à un développement sur mesure. Tout ça, c'est fait avec, une licence Podio. Donc voilà, je te laisse, montrer, parce que ça va toujours être plus impactant que d'en parler. Voilà. Alors, bon, là, vous avez un super écran en continu. Donc, nous, on a commencé à développer pas mal d'outils métiers, justement pour la gestion de notre entreprise, notamment un portail salarié, donc qui est à destination des équipes. Sur ce portail, donc qui est accessible soit en version mobile, soit en version desktop. On a mis en place différents espaces donc pour proposer des services à nos salariés. Alors, des trucs, au départ, on a commencé par des trucs basiques comme demander une attestation employeur. Donc là, l'employé va là-dedans, il reçoit son attestation employeur sur sa boîte email en moins de 2 secondes. Effectuer une demande de congé, pareil. Alors, on a développé un process où, quand l'employé va faire une demande de congé, automatiquement, la demande est reroutée vers son N+1. Donc, par exemple, là, c'est un exemple de mail que reçoit le N+1 ou le N+2 de la personne. Voilà, sur son téléphone, en un clic, il peut lui valider sa demande, la refuser, lui demander de la corriger s'il y a une erreur de saisie. Alors je t'interromps, 2 secondes Ouais, pour bien expliquer à ceux qui nous écoutent. Tout ce process, alors déjà, avant les demandes de congés, c'était fait un petit peu, à la main, c'est-à-dire c'était de la communication, orale? ouais, c'était des post-it, il y avait zéro traçabilité, c'était donc, euh, donc Et là, toi, ce que tu as fait, du coup, c'est que alors je crois que cette partie-là, d'ailleurs, on t'avait un petit peu accompagné dessus, de mémoire. bien sûr. On avait créé un formulaire, du coup, sur Podio, de demande de congé.
Ouais, Et ensuite, on l'a mis sur cet espace client pour que chacun de tes salariés puisse se connecter, faire la demande et automatiquement, ça shoot un email effectivement à son responsable selon le centre auquel il est affecté. ouais, Et automatiquement, si le responsable clique sur accepter ou refuser, ça va envoyer une notification aux salariés et ça va mettre à jour le planning. D'ailleurs, peut-être que tu veux ouais, il y monter a sur le plein planning, de parce que je pense que c'est un aspect de l'organisation qui est assez important pour ton métier, mais aussi pour beaucoup d'autres métiers, la gestion de tous les plannings. voilà, ça met automatiquement à jour les plannings des congés par établissement. Ouais. Donc, automatiquement, ouais, la demande, une fois qu'elle est validée, elle est touchée automatiquement là-dedans. Euh, dans la suite qu'on a développée, il y a la partie déclaration datée d'accidents du travail, d'arrêt maladie et autres, le signalement de panne, d'événements indésirables. Ça, c'est la modification d'informations. Alors, nous, on a, grâce à notre développeur, là, pour le coup, connecté toutes nos bases de données à notre logiciel de paye. Ce qui fait qu'un salarié, il déménage, il change de compte bancaire ou autre. À partir du moment où il le fait en ligne ici, l'action, elle est automatiquement mise en place sur le logiciel de paye, ce qui fait que voilà, il a changé ses coordonnées bancaires, il n'y a pas besoin d'avoir 12 personnes qui ressaisissent son IBAN pour arriver à quelque chose. Donc ça voilà, c'était la partie service aux salariés. On a une partie admin, pareil, pour laquelle on a développé des outils pour là les administrateurs de la boîte, comme Alors, j'interromps, excuse-moi, j'interviens juste 2 secondes. Je précise aux participants que, à partir de maintenant, si vous voulez déjà commencer à poser des questions pendant la démonstration pour en savoir plus, vous avez un onglet questions en bas à droite sur lequel vous pouvez poser vos questions. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si jamais vous voulez qu'on zoome sur un aspect particulier. Et je précise une deuxième chose, c'est que du coup, tout ce que vous voyez avec le portail client, les icônes, les formulaires, tout ça, donc c'est assez incroyable, hein, mais ça a été fait juste avec Podio et avec un web builder pour le site internet. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Après, on a commencé à affiner un petit peu et donc à développer des, euh, des sortes de mini-logiciels par tâche. Donc là, c'est ce qu'on fait vachement en ce moment, c'est de décomposer les tâches et de développer des outils qui y sont associés. Mhm. Donc, sur tout ce qui est gestion RH, là, on a un outil qui commence à être assez complet, qui nous permet de créer automatiquement les contrats de travail de tous nos salariés. Donc, parce qu'avant, on utilisait des Word, on faisait des copier-coller à tout va avec 50 000 erreurs et autres. Alors que là, maintenant, en fait, on a un outil qui permet, dedans, il y a tous les templates de contrats de travail, qui permet de créer des contrats aux salariés, de leur adresser le contrat pour signature électronique. Une fois que le contrat est signé, il est automatiquement réintégré dans la fiche du salarié. Donc voilà, tout un process qui est automatisé. Et dedans, voilà, c'est assez simple. On a essayé de faire quelque chose d'assez simple pour les utilisateurs, mais quand ils doivent créer un contrat pour recruter un praticien, là, ils ont quelques choix à remplir. Le contrat est validé, il est généré, il est envoyé pour signature électronique. Et à côté de ça, on a créé des interfaçages pour interfacer toutes ces données avec d'autres outils qu'on utilise, comme notre logiciel métier, comme Doctolib. Donc, pareil, pour créer automatiquement des comptes utilisateurs quand on onboard quelqu'un. Alors j'interromps juste une seconde. Apparemment, on entend beaucoup le bruit du clavier. C'est ce que Ah, nous a signalé un de nos participants. Je ne sais pas ce qu'on peut faire pour essayer de régler ça. Euh, je vais plus toucher mon clavier. Et sinon, sur la question pour l'accompagnement qu'on propose, pour ce genre de mission très poussée, en fait, on a des templates selon les verticales qu'on accompagne qui peuvent être à prix fixe, mais pour des missions aussi poussées que ça, c'est plutôt du sur-mesure. Donc, on établit des devis un petit peu au cas par cas avec les clients qu'on accompagne. Et alors pour revenir, excuse-moi Benjamin, je t'ai interrompu du coup dans ta démonstration. Tout ça, donc, pour ajouter des praticiens, ajouter des contrats, générer les contrats, donc tu disais que c'était fait
manuellement avant, avec le risque d'erreur humaine qu'on connaît sur des contrats Ouais. web, avec des copies remplacées où il peut y avoir des restes de contrats d'avant. Et j'imagine aussi que le fait de l'avoir mis sur cet espace, ça t'a fait gagner personnellement à toi énormément de temps dans tout ce qui est Ah, bien signature, sûr. ouais, Bah, il y a un gain de temps et un gain de fiabilité aussi. de fiabilité. Parce que là, pour le coup, tu as nettement moins d'erreurs, tu as des rappels automatiques quand un contrat n'est pas signé. Donc ça permet voilà, d'avoir des choses assez au carré. Et puis ensuite, en base de données, tu as tout de suite voilà, les fiches de tes salariés avec tout dans leur dossier, toutes les infos qui sont là. Et ça te permet de générer d'autres automatisations. Parce qu'au final, à partir du moment où tu as créé la porte d'entrée, en fait, c'est cet outil-là. Ouais. C'est là, on va créer le contrat, la fiche du salarié et tout. Mais à partir de là, on a toutes les informations de notre équipe, ce qui fait que quand on veut par la suite envoyer un message à un groupe de collaborateurs, dedans, on a en base de données par catégorie de poste tous les mails, tous les SMS, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de mettre à jour un Outlook en permanence pour savoir qui travaille chez nous. Avec les listes de diffusion, c'est ça. Ouais. Donc ça permet d'automatiser voilà, toutes nos interactions avec nos équipes. Et ça a été assez utile, notamment dans les périodes compliquées, quand il y a eu des confinements ou autres, pour communiquer. C'est quand même nettement plus simple. Donc, donc ça, c'est une des premières briques. Et Là, ensuite, juste pour bien situer, donc on est surtout sur des automatisations soit administratives, soit RH ou même paye, donc un petit peu tout ce qui est back-office. ouais, Et je crois que tu avais aussi, alors c'était peut-être la suite que tu avais prévue, automatiser des choses comme les commandes auprès de tes fournisseurs, soit de ouais, prothèses, soit de consommables. Donc là, on est plus sur des parties opérationnelles. ouais, exactement. Donc, on a développé aussi dans les services qu'on qu'on utilise un outil de commande fournisseur. Donc, ça qu'on a développé pareil en interne. Donc voilà, c'est une interface pour se connecter où la personne dans chaque centre, elle a un ID mot de passe et qui lui permet de passer des commandes et nous d'avoir une traçabilité des commandes qui ont été passées. On a rajouté aussi un outil de gestion des factures fournisseurs euh, qui permet, comme on ne peut pas être partout sur tous les sites, à des équipes voilà, de nous scanner les documents et ensuite ils vont être routés automatiquement vers la bonne structure. Donc voilà, on a quand même pas mal de petites choses en outils admin aussi. Donc, beaucoup d'outils de tableau de bord. Alors là, pour des raisons de confidentialité, je ne pourrais pas vous les montrer, Pas de problème. mais qui permettent voilà, de remonter énormément de données d'activité, de les structurer et de les analyser. Et, euh, et pareil, un outil de pilotage pour les managers de notre boîte, donc qui leur permettent quand même de bosser. Et les pistes de développement qu'on a en ce moment, c'est aussi sur notre relation avec les patients. Toujours pareil, l'information patient, les rappels de rendez-vous, le suivi post-opératoire, petit à petit, l'ajouter comme des briques supplémentaires à ce qu'on construit. Donc voilà pour cette partie-là. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais... Alors, désolé, je réagis au fur et à mesure. Je vois les ordonnances. Donc, Ouais, tu as automatisé aussi l'envoi d'ordonnances par des praticiens à des patients? ouais, on l'a automatisé. Alors, dans un contexte assez compliqué, c'était à l'époque du confinement, où en fait, nous étions fermés, comme beaucoup de structures. Et je me suis rendu compte que le logiciel métier qu'on utilisait ne permettait pas de le faire. Ouais. Donc on a développé très très rapidement un outil justement pour permettre de gérer, parce qu'il y avait beaucoup d'appels téléphoniques et de gestion de l'urgence à distance. Donc on avait développé un outil qui permettait déjà de gérer une consultation à distance, ce qui n'est pas évident dans notre spécialité, donc de recueillir les principales informations pertinentes, et ensuite d'envoyer
une ordonnance par mail au patient et surtout par la suite de le tenir informé dès qu'une réouverture sera envisagée pour pouvoir ensuite les traiter le plus rapidement possible. Donc ça a été un peu un développement en urgence, on va dire. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des protestations des praticiens? Parce qu'on sait qu'en général, ils sont pas toujours très chauds pour pousser l'automatisation à ce point-là. Bah, il y en a toujours hein, des gens qui. Bah, après, il y a une capacité d'adaptation qui n'est pas la même en fonction des gens, en fonction de la génération, ce qui est normal. Donc, nous, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Enfin, on les a à chaque fois accompagnés. Et puis, à partir du moment moi, je suis toujours sur le même credo, à partir du moment où les gens sentent que c'est dans leur intérêt, c'est un plus dans leur activité, dans leur pratique quotidienne, ils finissent par y adhérer quand même. Et que c'est un plus pour le patient, en plus, dans ce cas-là? Ah bah ouais, mécaniquement. Ouais. D'accord. Et alors justement, en parlant de la satisfaction patient, je crois savoir que depuis que tu as mis en place tous ces outils, la satisfaction patient s'est énormément améliorée et Ouais, notamment ça s'est reflété sur les notes de tes centres? ouais, ouais, parce on a une amélioration significative de nos notes Google. C'est vrai on a beaucoup de centres maintenant qui ont des super notes et des patients qui participent beaucoup à ça. Et nous, de notre côté, oui, on est rentré dans une démarche quand même de suivi de la satisfaction patient. On essaie quand même un minimum de les relancer à ce niveau pour pouvoir justement améliorer notre qualité de service. Donc ça fait partie des travaux qu'on a menés. D'accord et alors, ce que je voulais te pousser à montrer, c'était les questionnaires de satisfaction que tu avais automatisés auprès de tes patients. Ah oui, bah effectivement, on J'essaie en de voit. un petit peu le truc, mais en fait, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que, justement, en fait, on dit souvent que l'automatisation, c'est aux antipodes de l'humain et en fait, dans ton cas, ce qui s'est passé, c'est que le fait de demander systématiquement leurs avis aux patients, ça leur a permis, de t'envoyer des feedbacks justement, et ça t'a permis à toi d'avoir des éléments pour améliorer le service en continu. Bien sûr. Là, c'est un cas où l'automatisation, au contraire, est plutôt au service du patient. Ah bah bien sûr, oui, parce que effectivement, dans un cas où tu es dans une démarche totalement passive, bon bah tu vas avoir quelques réclamations ou de temps en temps quelques patients insatisfaits, bon, ce qui peut arriver partout, mais tu n'auras pas de vue globale. Alors que si tu es dans une démarche plutôt active, où tu demandes des retours à quasiment tous tes patients, bah là, tu commences à avoir une vue quand même générale de ce qui va, ce qui ne va pas, avec des questions assez précises. Donc là-dessus, on est assez satisfait. Et effectivement, on a de bons retours. On a 20% de nos patients qui répondent à notre démarche qualité. Donc je trouve que c'est un taux de retour qui est pas dégueulasse. D'accord. OK. Bon, très clair. Est-ce qu'il y a d'autres points, que tu voulais aborder, d'autres sujets qui te viennent, que tu voulais partager? Bah, disons que on pourrait passer des heures et des heures et des heures, parce qu'il y a tellement de choses à faire et à construire. En fait, c'est un chantier permanent, c'est ça qui est sympa. C'est ça, C'est ouais. qu'on est Ça sur. s'arrête jamais, en fait. Dès qu'on a amélioré quelque chose, on trouve autre chose qu'on pourrait faire en plus pour pousser plus loin, c'est ça? Ouais, Mmh. ouais, on trouve autre chose qu'on peut améliorer. On se dit que ce qu'on a fait finalement c'est bien, mais que ça pourrait être encore mieux. Donc c'est assez sympa parce que c'est des démarches vraiment qui sont dans le temps long et je suis assez convaincu. J'espère que j'aurai réussi à en convaincre certains. Et le prochain, gros chantier sur lequel tu travailles? Là, alors, on est sur de l'unification de bases de données. L'idée, c'est d'arriver à avoir vraiment, d'arriver à unifier un peu tous les outils qu'on utilise. C'est-à-dire que là, on les fait fonctionner entre eux. Ça, c'était une première étape. Mmh. Maintenant, l'idée suivante, ce serait d'unifier une base de données pour accélérer
leur fonctionnement entre eux. D'accord. Supprimer certaines étapes de mapping qui prennent un peu de temps à chaque fois. Donc là, pour le coup, c'est l'optimisation un peu du process et continuer, voilà, à développer. Là, on se penche énormément sur le développement de services aux patients, notamment d'accès à l'information, d'outils de consentement, de signature électronique complètement dématérialisés. Donc ça, c'est une des pistes sur lesquelles on bosse pas mal en ce moment. Ok, très intéressant. Est-ce que peut-être il y a d'autres questions de participants? Alors pour l'instant, on en a eu deux, plus sur les modalités de notre accompagnement, auxquelles j'ai essayé de répondre, mais dites-moi si vous voulez des précisions. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions plus sur le fonctionnement de l'entreprise de Benjamin dont il est question? Est-ce qu'il y a des questions sur l'outil Podio qu'il a utilisé? Non, il n'y a pas l'air. Ok, bon, on n'est pas obligé en même temps de faire durer pour faire durer. On est dans les 45 minutes. Je pense qu'on a abordé les points essentiels, donc c'est parfait. Ah, très très bonne question. Ah, Deux très bonnes questions. Ok, alors on commence par ouais. la question d'Emmanuel sur combien de temps pour déployer un embryon de solution. Tout dépend de ce qu'on appelle embryon d'ailleurs. Donc je me permets d'ailleurs de commencer à répondre à cette question parce que l'embryon, en fait, du coup, c'est un peu nous qui l'avons implanté. On rentre dans des métaphores un peu bizarres, mais du coup, en fait, la première étape, c'est la base de données. C'est structurer les données. De quoi on va avoir besoin? Donc, on va avoir besoin d'une base de données pour les patients, d'une base de données de praticiens, d'une base de données de centres qu'on va connecter entre elles. Et pour poser cette base et commencer à développer quelque chose avec Podio, il ne faut pas longtemps. Alors, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que l'intervention initiale, elle avait duré pas plus de quelques semaines, un mois, pour vraiment poser le socle, on va dire. C'était rapide, ouais, effectivement. C'est ça. Après, je te laisse prendre la suite pour combien de temps a duré chaque étape successive de développement en fonction des briques qu'on a rajoutées. Bah, en fait, ça peut être assez rapide et ça va de plus en plus vite en général. La première brique, on va dire, elle est toujours un peu plus longue parce que c'est le moment où on commence à structurer les choses, comme expliquait Raphaël, ces différentes bases de données. Et j'ai l'impression que les suivantes vont quand même beaucoup plus vite. Enfin, une fois que les fondations sont posées, moi je vois sur chaque outil qu'on vient rajouter, on a 2 semaines, 2 semaines de test. Enfin, les solutions les plus rapides, en 3 semaines, elles sont opérationnelles. Hein, ça, Les solutions, on veut dire par exemple, on ajoute un module pour voilà, saisir les congés, automatiser un email et la validation avec un bouton. Pour chaque module de ce type-là, c'est quelques semaines de test, plus ou moins. C'est ça? ouais, c'est quelques semaines Et, de. et pour donner un peu plus de précision, pour l'espace, par exemple, le portail que tu as créé pour tes salariés, ça a été très rapide, en fait, la première version de ce portail. Je crois que c'était Le lien a été très vite. Après, 2 mois, les 2 mois, si je ne me trompe pas. bon, en 2 mois, c'était opérationnel. Après, c'est comme les travaux d'un appart. C'est les finitions qui peuvent. Après, voilà, au début, on veut faire juste un portail qui fonctionne, et puis après, on veut qu'il soit optimisé parce qu'on veut qu'il soit plus joli, que l'UX soit plus avenante. Donc, mais je pense que le temps de développement en soi, il est assez rapide. C'est vraiment après, je te dis, sur la partie détail, interface utilisateur, si on veut vraiment être perfectionniste ou améliorer les trucs, ça peut prendre du temps. Bon. C'est ça. Donc pour synthétiser, schématiser la réponse, pour un embryon de solution, c'est très rapide et on peut très vite commencer à fonctionner avec ces outils-là. Après, pour ajouter des briques supplémentaires, améliorer ce qui a déjà été fait, c'est un processus un petit peu continu et dans lequel Benjamin est toujours, en fait, au bout de 2 ans, puisque, en fait, dès qu'on a ajouté une fonctionnalité, on se dit, tiens, je pourrais en ajouter un autre et je pourrais améliorer celle d'avant. Donc, c'est un petit peu un processus continu pour schématiser. Hein. C'est exactement ça. Et on va passer à la deuxième question, qui est ordonnance et données de santé, quid de la législation? Bah, pas plus que quand
un praticien, quel qu'il soit, envoie une ordonnance par mail. Nous, ce qu'on a automatisé, c'est la génération et le suivi, mais après, les données ne sont pas stockées dans cette base de données là. Elles sont stockées sur un logiciel métier qui, lui, est conforme HDS. Donc, c'est pour ça qu'on est en conformité avec la législation à ce niveau-là. Alors, justement, c'est un point assez intéressant au niveau de la législation, parce qu'effectivement, un des obstacles pour certains métiers, dont les métiers médicaux, c'est qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel outil pour faire n'importe quoi. Et donc, en l'occurrence, tout ce qui est données patients, on les a exclus du périmètre sur Podio. C'est géré par Doctolib, d'une part, pour les rendez-vous, et par, je crois que c'est Visiodent, si je ne me trompe pas, le logiciel métier. Donc, toutes ces données-là, elles ne sont pas présentes sur Podio pour éviter justement tout problème, une solution qui ne cocherait pas toutes les cases en termes de HDS, de législation santé. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, ce n'est pas parce que le métier est réglementé qu'on ne peut rien faire. On peut toujours segmenter, en fait, se dire, voilà, bon, bah, cette partie-là, c'est pas grave, on la laisse un petit peu en silo et on la rebranche derrière avec d'autres parties qui, elles, peuvent être complètement automatisées, processées, comme tout ce qui est déjà les processus internes, le back-office, la gestion des ressources humaines, les attestations, les contrats de travail, tout ce qui est les commandes de matériel, les commandes de consommables ou de prothèses. Donc, ça laisse quand même énormément de champ libre. Mais aussi on utilise des passerelles qu'on a développées, les anonymiser. Nous, on récupère de la donnée anonymisée, volontairement anonymisée sur Podio, mais juste pour exploiter des statistiques. Et c'est là que vous avez fait d'ailleurs appel à un développeur pour faire ça, pour gérer ces flux. Donc, je dirais que la synthèse, c'est qu'on peut quand même aller très très loin dans la démarche et très très vite avec des outils low-code. Il y a un moment où on va atteindre certaines limites, parce que de toute façon, on ne va pas se mentir, hein, automatiser tout un business sans écrire la moindre ligne de code, c'est utopique. C'est un petit peu un appât à clic, mais évidemment, dans la réalité, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Mais l'intérêt, c'est qu'on peut prototyper très vite, aller très loin, et ensuite compléter cette base et ce socle qu'on a bien structuré, qui est bien conforme à la réalité du terrain, compléter ça avec des interventions de développeurs plus techniques, plus circonscrites, et où on perd moins de temps et moins de budget parce qu'on sait exactement ce qu'il faut faire et comment le faire. Est-ce que j'ai bien résumé, Benjamin? Parfaitement résumé. Ok. D'autres questions peut-être de nos participants? Je laisse un peu 30 secondes parce que je pense que je vous ai un petit peu pressé. J'étais sur le point d'éteindre la conférence et les questions sont venues au dernier moment. Donc je vais attendre 20-30 secondes peut-être. Non, ça a l'air d'être bon. Mais alors c'est vrai qu'on a abordé les questions principales, hein, donc les modalités, comment ça se passe. Donc pour notre accompagnement, juste peut-être je reviens là-dessus. En général, je ne veux pas faire d'autopromotion, mais là c'est vraiment parce qu'il y a une question à ce sujet-là. On commence par une phase de cadrage où c'est un petit peu ce que disait Benjamin au départ, hein, c'est le fameux regard extérieur et l'audit extérieur où quelqu'un arrive dans votre entreprise, comprend de l'extérieur comment elle fonctionne, fait des entretiens et vous dit d'accord, donc ça marche comme ça on pourrait l'améliorer comme ça on pourrait faire ça. Donc cette phase en général, elle dure quelques jours, peut-être une semaine, et on arrive très vite à une préconisation, une recommandation où on va préconiser un outil ou plusieurs qui sont adaptés à l'entreprise pour laquelle on travaille. En l'occurrence, ça a été Podio. C'est vrai que c'est un outil qu'on aime beaucoup et qui peut faire énormément de choses. Maintenant, on essaie quand même d'être agnostique au niveau des outils parce que Podio n'est pas adapté pour toutes les structures. Il y a certains cas dans lesquels on préfère préconiser. Ça peut être des noms que vous connaissez peut-être un petit peu plus, du Airtable, du Notion. Ça va dépendre du cas d'usage et ça va dépendre des projets. Je sais que tu n'es pas fan de ces outils, Benjamin. Je ne suis pas fan, non, franchement. Voilà. Après, vraiment, ça va dépendre du secteur, ça va dépendre de la verticale, ça va dépendre de vos besoins. Donc, on essaye de faire des préconisations sur mesure en fonction de l'entreprise avec laquelle on travaille. Alors, une question de mon collègue Arnaud, qui est effectivement pas mal, on ne l'a pas abordé. C'est la gestion des KPI, pardon pour tous les anglicismes qu'on a utilisés, les indicateurs clés de succès. Est-ce que ça t'a aidé, Benjamin, à piloter ton activité à un niveau vraiment high level, de te dire, OK, mon taux d'occupation pour tel ou tel centre, c'est ça. Mon taux de dépense en consommable, il est un petit peu élevé par rapport à la moyenne sur ce centre et sur ce centre. Ouais,
clairement, ça nous aide énormément parce qu'on a des remontées de KPI de manière automatisée et assez continue. C'était le fameux tableau de bord que je ne pouvais pas montrer tout à Ouais, l'heure, mais bien sûr. qui est très joli et qui comporte énormément d'indicateurs, que ce soit quantitatifs ou qualitatifs. Donc ça, c'est hyper intéressant ce type d'outil pour ça aussi, c'est d'avoir vraiment un super tableau de bord qui te permet de piloter ton activité, de même développer un peu d'outils statistiques pour comparer tes établissements entre eux, pour suivre l'évolution dans le temps. Donc c'est très intéressant. Après, on peut se retrouver confronté au problème de la surdata. C'est-à-dire que tu génères et reçois beaucoup de data, et à un moment, il faut aussi savoir quoi en faire, comment les exploiter et les rendre pertinentes. Parce que après, tu peux passer des nuits à croiser des datas entre elles, mais qui finalement ne sont pas spécialement pertinentes. Et C'est un petit peu à double tranchant, effectivement. Après, tomber dans la surdata, quoi. il vaut mieux quand même l'avoir que de ne pas l'avoir. C'est juste qu'il faut prendre des pincettes un petit peu dans l'analyse. Et ça, c'est quelque chose, effectivement. La data, c'est un peu traître parce que selon la manière dont on l'analyse, elle peut dire une chose et son contraire. Donc, Ouais. je suis d'accord avec ce bémol. Mais cela dit, alors les 2-3, on va dire, indicateurs clés dans ton secteur que tu traques régulièrement, ce serait quoi? Bah, on traque la fréquentation déjà des établissements, le nombre de rendez-vous. Bon, je mentirais si je disais qu'on ne regardait pas le chiffre d'affaires parce qu'on est une entreprise d'autres, même si dans le secteur de la santé, on reste quand même une entreprise. Et on regarde beaucoup voilà, les taux de rendez-vous non honorés, les taux de no-show qui sont assez intéressants, le renouvellement de la patientèle, le taux de nouveaux patients qui montre l'attractivité ou pas d'un établissement. Voilà, ça fait partie de la suite de données qu'on suit de manière assez fine au mois le mois, même au jour le jour pour certains indicateurs. D'accord. Et donc, toute cette donnée, toute cette surveillance, elle est facilitée du coup par les outils qu'on a mis en place, donc Ah, notamment. bah ouais, ah oui, dans la gestion de données, là, comme tout est automatisé, on s'évite l'export Excel, puis l'import Excel dans un autre outil, puis ensuite, là, en fait, non, toutes les données pointent automatiquement vers un outil central qui lui-même va repointer vers un outil qui va développer la partie dashboard. Ça, c'est quand même un gain de temps qui est incroyable. Et c'est surtout la possibilité de prendre la bonne décision avec la bonne information. C'est clairement un sujet récurrent chez beaucoup de dirigeants avec lesquels on a pu interagir. Et il y a encore beaucoup d'entreprises qui, justement, doivent partir à la pêche aux données. Et effectivement, prendre des Excel, les consolider, faire les tableaux de croix dynamiques. Et ça prend énormément de temps. Les données ne sont pas forcément fiables parce qu'elles ne sont pas harmonisées. Donc, le fait d'avoir tout ça qui est fait automatiquement, qui va aller pointer au même endroit, c'est un atout phénoménal. J'insiste effectivement là-dessus parce que c'est souvent sous-estimé. Ouais, je te confirme. Ouais. Toi, en tout cas, tu as pu voir la différence entre avant et après. Ouais, non, clairement. Ok. Merci Arnaud pour cette question. Euh, on est à un peu moins d'une heure. Bah, écoutez, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions de nos participants, on va pouvoir s'arrêter là. Donc, merci beaucoup, Benjamin, d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions et d'avoir accepté de montrer d'ailleurs de l'intérieur comment ça fonctionnait. Parce que, après tout, il y en a qui auraient pu être réticents à livrer un petit peu leur secret de fabrication, leur secret sauce, comme on dit. Bon, on t'en voudra pas de ne pas avoir vu le dashboard avec les KPI parce que c'est quand même un petit peu. Voilà, là, on était chez ce truc un peu touchy. Voilà, Voilà, c'est normal. Voilà, merci beaucoup à tous les participants aussi d'avoir été jusqu'au bout. J'espère que ça vous a autant passionné que nous. Et pour ceux qui n'ont pas pu y assister, le replay sera disponible ou si vous voulez vous référer à nouveau à cette vidéo pour ceux qui sont là, vous aurez accès au replay après la fin de l'événement. Merci Voilà. beaucoup. Pardon? Merci beaucoup en tout cas. Merci Benjamin, merci Arnaud, merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.